Alors, gros problème, hein, toujours pareil, depuis 1 an et demi et bientôt 2 ans du début de cette crise, le problème de la confiance. À qui faire confiance? Je le répète encore une fois, les politiques, c'est non, 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 non et non. D'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, non, non et non. Ils changent d'avis tout le temps, ils font ce que les gens ont envie d'entendre pour être élus, malheureusement le système est comme ça, je vais pas revenir là-dessus une énième fois. Les politiques n'ont de toute façon pas un discours de confiance, ça n'est pas possible, aucun d'entre eux ne peut avoir un discours de confiance. Ils sont sur une ligne directrice, ils ne peuvent pas avoir un discours de confiance. Le discours de confiance, c'est le discours scientifique. La science est l'outil qui va nous permettre de mieux décrire la réalité. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, on n'a encore rien trouvé de mieux. Donc la question maintenant, c'est qui croire? Donc effectivement, c'est très compliqué d'aller décortiquer les différentes études, etc. Et donc beaucoup, naturellement, logiquement, me remontent le fait que si tel toubib dit ça, si telle infirmière dit ça, on doit les croire, puisqu'ils sont sur le terrain. Il y a quelques mois, effectivement, il y a une infirmière qui a partagé son ressenti sur le vaccin sur les réseaux sociaux, vidéo qui a été très largement partagée. Et comme c'est une infirmière, on a tendance à croire qu'elle sait de quoi elle parle. Or, c'était beaucoup de ressentis personnels et assez peu de faits scientifiques, de choses vérifiables. Encore une fois, un virus, une bactérie, on sait faire la différence entre les deux. C'est vérifiable, c'est pas sujet à débat ce genre de choses-là. Donc, elle parle avec son cœur, c'est très bien. Le problème de ça, c'est que justement l'émotion ne décrit pas la réalité. L'émotion décrit ce qu'on ressent. Truc tout bête, toi-même, tous les jours, tu es sur le terrain. Alors, pas sur le terrain épidémiologique, de la maladie, etc. Mais sur un autre sujet, on va revenir sur le terrain de la biologie juste après, sur un autre sujet tout bête qui est le dérèglement climatique, le global warming, le réchauffement global. Tous les jours, tu subis la météo, tu as eu un été merdique, effectivement, l'été dernier, il a fait plus chaud que cet été-là, et ton ressenti sur le terrain est que, a priori, le réchauffement climatique, ça te parle pas plus que ça, puisque tu vois bien que cet été, il a fait froid. Aujourd'hui, cette nuit, hier, il a neigé dans l'est de la France, en plaine, à 300 mètres d'altitude, chose qui n'était pas arrivée depuis un certain temps. Donc là encore, tu es sur le terrain tous les jours, au niveau météorologique. Donc, il est tout à fait légitime que tu doutes du fait que, effectivement, le réchauffement climatique est une réalité. Tu te rends compte qu'il fait froid, qu'il neige des fois beaucoup plus tôt que prévu, que ce que tu as dans ton souvenir en tout cas. Et ce point de vue-là, malheureusement, n'est pas le bon, n'est pas juste, puisque en fait, pour arriver à avoir ce sentiment de réchauffement global, comme on dit en anglais, global warming, de dérèglement climatique, il faut avoir des données partout dans le monde. Par exemple, en Méditerranée, le réchauffement climatique est plus important que par exemple dans les milieux tropicaux, plus important dans les zones polaires où effectivement eux ils vont prendre 3-4 degrés là où nous on va en prendre 1 ou 2 seulement. Donc ce petit biais là en fait il est très important, qui est que ce qu'on voit à notre niveau malheureusement manque de recul. S'il y a vraiment un truc sur lequel on manque de recul, c'est sur notre ressenti de tous les jours. On n'a pas les données nécessaires pour pouvoir analyser d'une manière globale tout ce qui se passe. De la même manière, si on prend n'importe qui, toi, moi, peu importe, on se fout au milieu de la mer, au milieu de l'océan, sans voir de terre émerger autour de nous, si on se fout au milieu d'une plaine, si on regarde autour de nous, la terre est plate. Aucune raison de penser que la terre puisse être ronde. Quand on voit l'horizon est plat. Tout simplement parce que notre point de vue est pas suffisamment élevé pour se rendre compte de la courbure de la terre, et surtout si on a du plat autour de nous, si on coupe une tranche de sphère, effectivement, du point de vue de l'observateur, c'est plat. Donc encore une fois, notre point de vue sur le terrain ne peut pas être le bon pour analyser quelque chose dans sa globalité. Et donc ça, c'est assez important et c'est, je trouve, assez marquant pour montrer qu'effectivement, quelqu'un sur le terrain n'a pas forcément une vision plus détaillée de la situation que quelqu'un qui n'est pas sur le terrain. Pour se rendre compte que la Terre est sphérique, il faut avoir plusieurs points de vue. Se rendre compte qu'effectivement, à une même heure, à l'équateur ou au pôle Nord, on ne va pas avoir exactement l'orientation du Soleil ne sera pas la même. Tant qu'on n'a pas passé le cercle polaire et qu'on n'a pas passé des nuits de 3 mois, on peut pas se rendre compte qu'effectivement on est de l'autre côté de la Terre, etc. Donc il faut avoir plusieurs points de vue. Et nous, de notre côté, notre ressenti, là pour le coup, sur le terrain, ne permet pas d'avoir cette vision-là. Sur la météo, on a vu le président d'une des premières puissances mondiales qui doutait du réchauffement climatique parce qu'il y avait du blizzard à New York. Bon, ok, là on est sur le terrain, on voit qu'il y a du blizzard, donc a priori non, le réchauffement climatique ne veut pas dire que toutes les températures vont monter de manière uniforme. Simplement, sur une courbe, si toutes les tendances sont à la hausse
et que nous, globalement, sur le terrain, on est là, ben, notre regard sur le terrain ne va pas décrire la réalité. J'ai vu cette semaine passer également sur Twitter, voilà, Pascal Pro qui remettait également en doute le réchauffement climatique. Alors je sais pas si c'était ironique ou pas, mais effectivement sur le même principe, non mais regardez, chez nous il fait froid ce matin, j'ai dû gratter mon pare-brise, c'est bien que... Bon, même si c'est sur le ton de la blague, ce genre de petit message, malheureusement, était un petit peu trop repris de manière sérieuse dans certains milieux. Et donc non, notre ressenti sur le terrain ne décrit pas la réalité dans sa globalité. Tout simplement parce que ben, on manque de recul, hein, tant qu'on on s'est pas suffisamment éloigné de la Terre, ben, on voit pas qu'elle est sphérique. Et on manque également de données. Ok, il a neigé ce matin. On est fin novembre, c'est bizarre, d'habitude il neige plutôt en décembre, janvier. Ça fait 5 ans qu'il a pas neigé comme ça. Très bien. Est-ce que tu es sûr que ça fait 5 ans et pas 6, que ça fait 10 ans et pas 15? Est-ce que tu es sûr qu'il a jamais neigé en novembre comme ça? Est-ce qu'il a pas neigé peut-être plus récemment que ce que tu te souviens en octobre? Et puis, c'était quoi la récurrence? C'est-à-dire, c'est une fois tous les 5 ans, une fois tous les 2 ans, ça a été pendant 5 ans d'affilée et puis plus rien pendant 15 ans. Toutes ces données-là, notre cerveau les enregistre pas. On ne peut pas avoir ce recul-là à moins d'être vraiment focalisé sur ce genre de problème-là. Donc, effectivement, on a vraiment ce manque de recul et ce manque de données à analyser. Surtout si tout le monde autour de nous dit « Ah donc ça arrive drôlement tôt l'hiver cette année », bah effectivement on va avoir tendance à se mettre dans le mou. Donc notre ressenti sur le terrain, encore une fois, va vraiment manquer de pertinence pour pouvoir vraiment analyser la situation. Donc on connaît pas exactement la fréquence donc de ces épisodes neigeux par exemple, le fait qu'il fasse froid. Et surtout, est-ce que ça serait pas dû à autre chose? Simplement bah, le vent du pôle Nord qui arrive pour X raisons, de manière très ponctuelle, bon voilà. Donc on ne sait pas. Il y a plein de causes qui font que, mais à moins d'analyser le truc de manière vraiment très précise, hein, c'est pour ça qu'on a des satellites partout autour de nous, justement pour pouvoir analyser tous ces éléments-là et ensuite pouvoir tout synthétiser, mais juste en regardant le thermomètre de la voiture, c'est très compliqué d'arriver à avoir ce truc général. Et donc on en arrive au problème, on va dire, un des problèmes principaux, en tout cas qu'on me remonte beaucoup, le cas des thromboses. Dans le cas présent, ce qui nous inquiète forcément, c'est le cas des thromboses. Le vaccin provoquerait des thromboses, donc il vaut mieux tenter le diable à tomber malade, risquer un Covid long, voire en mourir, parce que même si t'es en bonne santé, il n'y a pas de population qui soit pas à risque. Hein. Concrètement, il y en a qui sont moins à risque, mais il n'y a pas de population où tu dis c'est bon, j'ai moins de 40 ans, il m'arrivera rien, ça n'existe pas. Mais, donc, les vaccins provoquent des thromboses. Simplement, juste d'un point de vue d'analyse, ces 10 dernières années, t'avais entendu le mot thrombose combien de fois? Peut-être 10 fois, éventuellement au détour d'un reportage en parlant de la pilule contraceptive qui provoque effectivement des thromboses, ou sur des longs voyages en avion par exemple, ce genre de choses-là. À mon avis, pas beaucoup plus que ça. À moins d'être médecin ou en tout cas dans cette filière-là, logiquement les thromboses, on en avait assez peu entendu parler jusque-là. Mais là maintenant, ça revient, que ce soit sur les réseaux, à la télé ou peu importe les canaux de renseignement, on en vient à entendre parler ce mot-là 10 fois par mois. Donc, de ton point de vue, bah, la courbe en fait des cas de thrombose donne ça. Sauf que pour des gens qui analysent toutes les données d'une manière globale, ben en fait on se rend compte que finalement les thromboses, c'est pas parce qu'on n'avait pas ces informations-là que les thromboses n'existaient pas. Donc ce qu'on va faire pour savoir si effectivement ces cas de thrombose sont significatifs ou pas, on va comparer le nombre qu'il y avait avant au nombre qu'il y a maintenant. Si effectivement il y a une infliction qui fait que oui, depuis le vaccin, il y a un petit pic, attention, ça veut pas dire que le vaccin en est la conséquence. Ça veut dire que il y a suspicion et donc peut-être on se dit ouais ça correspond au truc. Donc ensuite on va chercher si le vaccin est bien la cause de ce petit pic. Or là, actuellement, malgré les 50 millions de Français vaccinés, on n'a pas eu une augmentation des cas de thrombose de manière spectaculaire. Alors on me dit les gens ne remontent pas les informations. Alors c'est juste petite parenthèse, oui effectivement les gens ne remontent pas forcément les informations. J'ai beaucoup entendu ça, notamment genre mon oncle est mort d'une thrombose mais le médecin ne veut pas le signaler. Ok, peut-être. Mais à partir du moment où t'es pas médecin, comment tu peux être sûr que ton oncle est vraiment mort d'une thrombose en fait? Et là, il faut se méfier parce que, encore une fois, un médecin qui n'a pas envie de remonter une information, c'est peut-être tout simplement qu'il n'y ait pas d'information. Parce que de dire il est mort d'une thrombose, peut-être pas en fait. Effectivement, sur 50 millions de Français qui ont été vaccinés ces 6 derniers mois, il y en a probablement, 100 000, voire peut-être même plus, qui sont mortes depuis qu'ils ont été vaccinés. C'est une certitude. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est un nombre de décès normal pour cette période donnée? Le vaccin, il est probablement pour rien, c'est juste tombé comme ça.
C'est comme dire, bah oui, hier je suis allé faire un bowling et puis 48 heures après je suis mort. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui meurent 48 heures après avoir fait un bowling. Ça ne signifie pas que c'est le bowling qui en est responsable. Ça signifierait que ça c'est le cas à partir du moment où on note une augmentation significative de ces gens-là. Or là, pour l'instant, aucune donnée ne montre que par rapport à l'augmentation phénoménale des vaccins, puisqu'on est quand même à 50 millions de personnes vaccinées en France, il n'y a pas eu une augmentation de la mortalité spectaculaire. Il n'y en a eu aucune. Donc ce sont des morts tout à fait normales et vous n'avez a priori aucune raison de penser que c'est dû spécialement à une thrombose. Si c'est le cas, effectivement, généralement, les toubibs vont le renseigner, vont le faire remonter. Donc tous ces éléments-là, en fait, vont constituer une base de données très importante. Ensuite, que des statisticiens, des gens dont c'est le métier d'aller trier ces informations-là, vont pouvoir décortiquer et analyser. Mais un médecin sur le terrain, malheureusement, n'aura pas ces compétences-là, il n'aura pas ces données-là pour pouvoir donner, je dirais un avis, mais c'est même pas un avis, puisque un avis c'est quand on ne sait pas. Un médecin ne pourra pas décrire la réalité du fait qu'il est sur le terrain. Je prends un exemple tout bête, mon médecin de famille dans un petit village ou un médecin de campagne, par exemple à Vierzon, le mec il a quoi? 5000 patients grand max. Mais quand on va le voir, on va le voir pour une grippette, pour un orgelet, pour un mal au cucu. Et si Tata Simone arrive avec un problème de hanche, peut-être que c'est un problème de diabète, ou peut-être parce qu'elle s'est blessée. Mais si on n'a pas le recul, on va faire des tests, on va pouvoir analyser différents trucs dans le sang et tout pour voir s'il n'y a pas différents trucs liés, s'il n'y a pas des carences, etc. Mais si on n'a pas fait ces analyses-là, si c'est la première fois depuis 20 ans qu'elle fait des analyses, ça va être très compliqué d'arriver à comparer pour dire « Ok, ça c'est là, s'il faut, ça fait 20 ans que c'est comme ça, et elle s'est blessée en sautant du toit, par exemple. » Oui, parce que c'est elle qui nettoie ses gouttières aussi. Mais ça va être très compliqué, même en étant sur le terrain, d'avoir une analyse très poussée de la situation. Pour ça, il va falloir regarder les antécédents et effectivement pouvoir faire des analyses très poussées, donc là, sur elle en particulier, mais surtout si on veut analyser une population, il va falloir avoir toutes ces données-là pour toutes les personnes. Donc c'est là où c'est très compliqué sur le terrain d'arriver à avoir ces informations-là. Il est déjà absolument impossible qu'ils se souviennent des antécédents médicaux sur chaque détail de chaque patient depuis 30 ans, c'est pas possible. Mais admettons que le mec ce soit Rain Mind et se souvienne de chaque truc, etc. Mais si on va le voir pour une grippette, a priori, il va pas nous faire un test de diabète. Donc si un diabète se manifeste d'un coup, il n'aura pas le recul pour savoir si c'était latent, si c'est dû à quelque chose ou quoi que ce soit. Mais tant qu'on n'a pas des données précises, isolé et justement avec des groupes témoins et des comparatifs, un médecin ne pourra pas faire ce genre d'analyse de manière globale. Encore une fois, le but c'est vraiment de pouvoir analyser des causes et des conséquences sur un volume donné. 5000 patients, déjà, ça fait assez peu pour arriver à savoir ce qui va se passer dans une population. Sachant qu'il y a des jeunes, des vieux, ça va être très compliqué d'arriver à analyser tout ça. Donc, un médecin, a priori, n'a pas le recul nécessaire, n'a pas suffisamment de données. Parce qu'en plus, il faudrait dire que sur chaque détail, il collecte les données, il puisse en faire un tableau, etc. pour pouvoir les comparer. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Je vais prendre un exemple tout bête. Pensez à une Yaris blanche. Voilà, une Toyota Yaris blanche. Dites-moi dans les commentaires combien vous avez vu de Yaris blanche dans les semaines précédentes. Et maintenant que je vous en ai parlé, dites-moi combien vous en voyez maintenant. Combien de fois dans la rue, tous les jours, vous voyez passer des Yaris blanches. Le fait de mettre en lumière un détail, un sujet, va vous focaliser beaucoup plus sur ce sujet. Le coup des thromboses, on n'entendait pas parler jusque-là, et le fait que maintenant, ça fasse la une de l'actualité 1 à 2 fois par semaine, de suite, vous allez beaucoup plus faire attention. Donc, ah, machin est mort d'une thrombose. Ah, ouais, sauf que si c'était il y a 2 ans, peut-être, mais personne n'en aurait parlé. Tous les cas de thrombose avec la pilule contraceptive, personne n'en a jamais parlé, pourtant ça fait plus de cas que les vaccins. Donc, c'est vraiment ces effets focus qui font que, à partir du moment où on parle de quelque chose, on va s'y intéresser beaucoup plus. Mais pourtant, les Toyota Yaris ne se sont pas mises spontanément à remplir les rues. Elles étaient là avant que vous y fassiez attention. C'est vraiment très important de savoir ça. Donc, un médecin qui va dire « Ouais, mais j'ai plus de cas de thrombose », en fait, peut-être pas, il en avait peut-être autant qu'avant. Simplement, il se focalise sur d'autres éléments qu'il n'avait pas en tête et qui fait qu'au final, il va pas avoir forcément la bonne analyse. Et un médecin, il est humain comme n'importe qui d'autre, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il est incompétent ou qu'il est conspi, c'est juste, on est humain et on a tous nos biais exactement pareil. Donc le fait de dire qu'il a plus de cas, il faudrait déjà le comparer par rapport à plus de cas par rapport à quoi? Combien de fois il avait contrôlé les thromboses avant pour arriver à avoir une étude comparative avec des groupes qu'on peut comparer, ça c'est le plus important. Donc pour conclure, un médecin, il est là pour appliquer de la connaissance. A priori, le médecin de famille, un généraliste, n'est pas là pour en créer.
Il est là pour appliquer de la connaissance qu'on lui a apprise. De la même manière, une infirmière, elle n'est pas là non plus pour créer de la connaissance. Il y a une dame en commentaire un jour qui m'a demandé si j'avais plus de compétences en épidémiologie que le personnel soignant. Oui, personnel soignant, c'est quoi? Il y a les aides-soignantes, il y a les infirmières, il y a les médecins, il y a les professeurs, il y a les chercheurs, donc il y a plusieurs strates avec chacun des spécialités. C'est pas pour rien qu'il y a des spécialités. Donc a priori, une infirmière spécialiste en gériatrie, l'immunologie, bah oui, elle a 2 heures théoriques, mais pas plus que ça. Et c'est pas leur boulot, c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande d'appliquer de la science qui a été faite par d'autres chercheurs. Donc un chercheur, lui, il va avoir des compétences pour faire des manips précises, en évitant un maximum de biais d'observation, de manipulation, etc. Donc pour avoir vraiment les données les plus neutres possibles, les plus spécifiques, et ensuite, on va les transmettre à des gens qui vont compiler toutes ces informations-là. Et ensuite, il y a des connards comme moi qui sont là pour expliquer justement ces analyses-là. Je serais incapable de les créer, moi, ces analyses, je serais incapable de faire les manipulations de labo. Par contre, je peux les comprendre et je peux les expliquer. De la même manière qu'un statisticien aura pas forcément les compétences pour pouvoir expliquer son travail de manière simple pour que tout le monde puisse les comprendre avec les bons exemples et la bonne vulgarisation. C'est pour ça que chacun son métier. Et donc, demander à une infirmière d'avoir des compétences en épidémiologie, comment dire ce mot, en épidémiologie et d'analyser la situation de manière globale, c'est à peu près aussi pertinent que de demander au mec qui te change les plaquettes de frein chez Midas de développer un moteur de Formule 1. C'est pas parce que c'est à peu près le même domaine qu'ils font le même métier. Donc quelqu'un sur le terrain, en fait, va manquer de recul, va être beaucoup soumis à l'actualité, à ce qu'on entend partout tous les jours, et surtout, il va se focaliser sur ce qu'on entend, et il va voir des problèmes qui soit n'en sont pas, soit qui étaient déjà là avant, mais sur lesquels il n'avait jamais prêté attention. Et donc ça va être très compliqué pour toi, pour moi, et pour n'importe qui d'autre, sans ce recul et sans cette analyse statistique, dont c'est le métier pour certains, d'analyser des quantités énormes de tableaux, de pouvoir créer effectivement ces espèces de nuages de correspondance entre les différents éléments. Ça va être compliqué pour nous, à notre niveau, quel que soit le domaine, de savoir exactement ce qui se passe. Et c'est pas parce qu'on a des connaissances théoriques sur un sujet vaguement similaire qu'on est capable de tout analyser. Encore une fois, j'insiste, s'il y a des spécialités, c'est pas pour rien. Donc voilà, juste ce petit détail, non, effectivement, quelqu'un sur place, quelqu'un sur le terrain, a priori, n'est surtout pas habilité ni à donner son avis, ni en tout cas à avoir une analyse détaillée et globale de la situation. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair un peu dans tout ce bordel, effectivement, de qui y croire, etc. C'est très compliqué, je suis encore en train de bosser sur la vidéo de la méthode scientifique, de comment analyser les choses. Parce que là j'en suis à 1h30, donc je vais essayer de condenser, d'arriver à trouver les meilleurs exemples, donc c'est un peu compliqué, mais ça arrive. Bon week-end à tous, abonnez-vous, likez, partagez, les t-shirts sont dispo sur Redbubble, vous avez les liens vers les 2 dernières vidéos sur Freddie Mercury et sur l'intelligence artificielle avec Futura, et je vous mets également en lien en description le Ulule pour participer à la création de ce magnifique magazine pour Futura. C'est tout pour moi, des bisous, bon week-end, bon dimanche, et n'oubliez pas que le génie est partout.